Yo les gars, bienvenue sur 5PM et aujourd'hui on va parler directement des 5 plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. 5. L'offensive Broussilov. Le 4 juin 1916, les forces russes lancent ce qui sera leur dernière offensive contre les armées allemandes et austro-hongroises en Pologne. Le but est de soulager les Français à Verdun et de soulager aussi les forces italiennes dans les Alpes, parce qu'au même moment donc on a la bataille de Verdun et quelques mois après on aura la bataille de la Somme. Ce sera la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale, tout front confondu. L'opération est énorme, elle consiste à avancer simultanément sur les 300 km de front qui opposent donc les Russes aux Allemands et donc aux Austro-Hongrois. Les Russes préparent donc plus d'1 million d'hommes et de 2000 canons. Il est prévu d'utiliser les avions pour la reconnaissance et des gaz de combat, donc comme par exemple le gaz moutarde. Tous les moyens sont mis pour que l'offensive soit un succès. Entre le 2 et le 4 juin 1916, les Russes envoient une pluie d'obus sur les positions austro-hongroises qui sont solidement retranchées dans une ligne de défense faite de bunkers en béton et de plein de forts de guerre qui ont été construits auparavant. La pluie d'obus est telle que les Russes se retrouvent à court de munitions et sont donc contraints de lancer un assaut. Les Austro-Hongrois ne croient pas les Russes capables de mener une attaque d'envergure et donc les chefs d'état-major ne réagissent pas forcément au bombardement, ils se disent que c'est juste un petit bombardement de routine et que ça ne va rien donner. Mais le 4 juin, 1 million d'hommes lancent une attaque coordonnée sur environ 150 km de front. À la fin de la journée, la ligne de défense austro-hongroise a été percée à 16 endroits et les Russes font plus de 41 000 prisonniers. En 3 jours, les Russes transpercent les lignes de défense austro-hongroises et font plus de 200 000 prisonniers. Heureusement, les Austro-Hongrois sont renforcés par des unités ottomanes et allemandes et le front de l'Est réussit à se maintenir pour les empires centraux sur les contreforts des Carpates. C'est donc une ligne de force sur des montagnes qui empêchent les Russes d'avancer. L'offensive est quand même une réussite pour les Russes qui contraignent donc les Allemands et les Austro-Hongrois à se réorganiser et à prélever des troupes sur d'autres fronts, notamment par exemple Verdun, pour renforcer celui-ci. Cette offensive qui a duré du 4 juin 1916 au 20 septembre sera la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. On compte pour l'Empire russe de 500 000 à 1 million de morts et blessés, et pour l'Alliance, donc l'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand et l'Empire ottoman, entre 962 000 et 1 337 000 morts et blessés. 4. La bataille du Jutland. La bataille du Jutland est la bataille navale la plus connue de la Première Guerre mondiale. Elle oppose le 31 mai et le 1er juin 1916 l'Empire britannique et l'Empire allemand dans la mer du Nord. Depuis 1914, la Royal Navy, donc la flotte britannique, qui à l'époque est la plus puissante sur les océans, provoque les Allemands pour une bataille navale d'envergure, mais les Allemands, qui sont donc conscients de leur infériorité numérique en termes de navires, optent pour une stratégie totalement différente. Leur but est d'affaiblir au mieux la flotte britannique afin de prendre part à une bataille décisive qui sera plus équilibrée. Pour cela, l'Allemagne va utiliser des fameux U-boats, donc ces sous-marins qui couleront une multitude de navires britanniques au cours de la guerre. Au début de l'année 1916, l'Empire allemand avait 18 dreadnoughts, donc des cuirassés de combat, à opposer aux 33 de la flotte britannique. La victoire dans ces conditions n'étant pas envisageable, les Allemands vont choisir de tendre une embuscade. Ils veulent isoler les navires anglais et essayer de les couler. Cependant, le plan n'est pas forcément très efficace. Il est donc décidé de forcer la main aux Anglais, de les pousser à sortir de leur base navale, donc de les emmener en pleine mer pour pouvoir les couler. Pour cela, un plan est monté et une dizaine de U-boats, donc des sous-marins d'attaque, vont attendre les Anglais en embuscade au large de la base. Une opération de bombardement va viser la ville et le port de Sunderland, qui va pousser tout simplement les navires anglais à sortir du port pour pouvoir les prendre en embuscade. Les services secrets britanniques réussissent cependant à décrypter des transmissions allemands parlant du projet d'attaque et la Royal Navy décide de les prendre de court. Elle rassemble ses 28 dreadnoughts de ligne, 9 croiseurs de bataille et 78 destroyers. En tout, la flotte compte 149 bâtiments de combat contre 99 côté allemand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'envergure de la flotte de combat. Et elle intercepte tout simplement la flotte de combat allemand qui engage le combat le 31 mai à 14h20. La bataille navale est énorme, sur 3 fronts les flottes s'affrontent donc à coups de canon et d'artillerie lourde, et à la tombée de la nuit, la flotte allemande tente un repli. Et c'est durant la nuit que la bataille va atteindre son apogée, il va y avoir une multitude de combats, avec par exemple le HMS Southampton qui parvient à couler malgré d'importants dégâts à 22h23, le SMS Front Lobe faisant 320 victimes, donc tout l'équipage, il n'y a eu aucun survivant.
À 2 h du matin, le HMS Black Prince explose sous les tirs allemands, faisant 857 disparus. Là encore une fois, il n'y aura aucun rescapé. À 2 h 10, la bataille prend une envergure sans précédent, c'est le moment, on va dire le pic donc de la bataille. Le SMS Pommens, donc un bateau allemand, est coulé par des torpilles faisant 844 victimes. Et à la fin de la bataille, les pertes sont très lourdes. On compte en tout 6094 morts, 510 blessés et 14 navires coulés côté britannique. Pour 2551 morts, 507 blessés et 11 navires coulés côté allemand. La victoire est revendiquée par les deux camps, les Allemands vantent leur exploit en termes de navires coulés et de vies humaines prises par rapport aux Anglais, mais les Britanniques gardent tout simplement le contrôle de la surface de la mer parce que les Allemands vont se replier et n'auront finalement en fait jamais eu le contrôle de la mer du Nord ni d'aucune des mers durant la Première Guerre mondiale. 3. La bataille de Verdun. La bataille de Verdun oppose la France à l'Empire allemand dans la ville du nord-est de la France, Verdun. Nous sommes donc début 1916, la triple entente, donc la France, le Royaume-Uni et la Russie, parviennent à faire entrer les Italiens dans leur camp, et les empires centraux sont donc encerclés au sud l'Italie, à l'ouest la France, et à l'est l'empire russe. L'empire allemand monte alors une attaque d'envergure sur la ville de Verdun. Le plan est de raser au maximum la ville, de pouvoir ouvrir une route vers Paris pour contraindre la France à une capitulation et pouvoir se concentrer sur le front est contre la Russie qui se veut de plus en plus menaçante. L'Empire allemand veut lancer une série d'offensives quasi constantes sur la ville de Verdun afin de venir à bout du moral des troupes françaises. Verdun dans le contexte est une ville assez vulnérable, ces 34 forts le long de la Meuse ont été vidés de leurs canons pour être envoyés sur d'autres lieux du front, puisque ce n'était pas forcément un endroit où il y avait beaucoup de combats, la garnison y est elle-même réduite et souvent déplacée sur d'autres lieux de combat. Les Allemands en début 1916, eux, c'est l'inverse, s'organisent. Ils rassemblent plus de 1225 pièces d'artillerie, dont des canons de marine, donc ce qui est posé sur les bateaux tout simplement, et plus de 2 500 000 obus ont également été rassemblés. Leur stratégie est simple, tirer en continu au lieu de tirer par salve, et le bombardement sera intensif, très pratique donc pour user le moral des adversaires. Le lundi 21 février 1916, les Allemands commencent le pilonnage, et sur un front de 30 km, 800 canons vont bombarder sans relâche les tranchées françaises jusqu'à 16 h. Au Bois des Corps, c'est un de ces lieux donc sur le front, c'est plus de 80 000 obus qui tomberont dans la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité, mais c'est énorme. À 16 h, 60 000 Allemands sortent de leurs tranchées et lancent un gigantesque assaut sur ce Bois des Corps. Il faut s'imaginer que le Bois des Corps n'a plus rien d'un bois, c'est juste de la terre labourée. En une journée, tout a été détruit et vraiment c'est un décor lunaire qui s'offre aux soldats. Les généraux allemands s'attendent à ne rencontrer aucune résistance après le pilonnage intensif, mais contre toute attente, les Français défendent tenacement leur position et limitent même la progression des Allemands qui vont choisir de s'enterrer et de préparer l'avancée de l'artillerie pour avoir une portée de tir plus importante. En 2 jours, plus de 2 millions d'obus tomberont sur les positions françaises, soit un obus qui explosera toutes les 3 secondes. Après 10 mois de bataille, le constat est affligeant, c'est une guerre de position qui a eu lieu, donc les deux camps se sont enterrés, la progression a été au final presque nulle pour chacun des deux camps. L'armée française aura perdu 378 000 hommes, dont 160 000 morts, et l'armée allemande, elle, aura perdu 337 000 soldats, en comptant bien sûr les blessés disparus et bien sûr les morts. En 10 mois, c'est plus de 53 millions d'obus qui ont été tirés, soit plus de 6 obus par mètre carré si on ramène ce nombre sur la superficie du champ de bataille. La résistance des soldats français est imagée et relatée dans le monde entier. Cette bataille devient une victoire très symbolique en France, puisqu'elle représente en fait le sacrifice héroïque de soldats pour défendre leur patrie. D'ailleurs, sur 95 divisions de l'armée française qui sont du coup déployées pendant la Première Guerre mondiale, 70 ont participé à un moment ou à un autre à la bataille, ce qui permet aux survivants, donc les poilus, de se retrouver et d'avoir un point d'ancrage commun donc sur le front. 2. La bataille du Sinaï. La bataille du Sinaï, aussi connue sous le nom donc de campagne du Sinaï et de Palestine, puisque c'est une bataille qui va s'étaler sur plusieurs années, va opposer l'Empire allemand et l'Empire ottoman contre l'Empire britannique. Au début de la guerre, le sultanat d'Égypte passe sous protection britannique et cela permet notamment aux Britanniques et donc à la triple entente de garder un contrôle total sur le canal de Suez. L'Empire ottoman souhaite mettre fin à cet embargo et lance une offensive militaire couplée avec donc l'Empire allemand. Ordre est donné aux troupes de traverser le désert du Sinaï, donc ce désert qui sépare l'Afrique et l'Asie, pour livrer la bataille au canal de Suez. Arrivés là-bas, les soldats sont exténués après une traversée donc du désert du Sinaï qui est redoutable, et ils font face à l'armée britannique qui est soutenue par l'armée française, notamment la marine, et la Royal Navy britannique.
les Ottomans et les Allemands sont obligés de se replier face au constat qui est désastreux pour eux. Ils perdent la bataille et il y a des milliers de morts. S'ensuit une contre-attaque anglaise arabe, puisque les peuples arabes tout simplement qui vivent dans cette région choisissent de se rebeller contre les Ottomans. Et la contre-attaque poussera les Ottomans de la Palestine jusqu'à Alep au nord de la Syrie. Les forces rebelles arabes se battent donc avec les Britanniques, notamment avec des régiments australiens, et la bataille va durer jusqu'à la fin 1918 où l'Empire ottoman et les grandes puissances de la Triple Alliance capitulent. Au final, les pertes estimées sont très importantes, les Ottomans rasent en fait les villages arabes qui choisissent de se rebeller et tuent toute la population. Pour répondre à cela, lors des contre-attaques, les Arabes vont tuer les soldats ottomans qu'ils feront prisonniers. Et au final, on va estimer le nombre de victimes à 550 000 morts et disparus et blessés bien sûr du côté britannico-arabe. Et du côté ottoman, les chiffres n'ont jamais été officiels, mais les historiens estiment le nombre de morts blessés et disparus entre 600 000 et 1 million. 1. La bataille de la Somme. La bataille de la Somme est à la fois la plus grande opération militaire de la Première Guerre mondiale, mais aussi la bataille la plus meurtrière sur le front de l'Ouest. Nous sommes en 1915, la guerre de mouvement est devenue une guerre de position, les soldats s'enterrent et ont construit des lignes de défense impénétrables. Le chef d'état-major de la France, donc José Joffre, et le britannique Douglas Haig se rendent à l'évidence, sans une attaque de grande envergure visant à percer les lignes allemandes, la guerre va durer encore plusieurs dizaines d'années et ne se terminera jamais. Il est donc convenu d'un plan de bataille gigantesque qui va mêler l'armée britannique et l'armée française avec pour but de percer la ligne de tranchées allemande et mettre fin au conflit. L'armée française est éprouvée par les mois de combat intensifs de la bataille de Verdun et l'appui français est moins important que ce à quoi s'attendait l'Empire britannique qui à ce moment du conflit dispose d'énormément d'hommes volontaires qui vont connaître en fait leur baptême du feu qui n'ont jamais vraiment combattu dans les tranchées. L'opération est lancée le 1er juillet 1916. Sur plus de 35 km de front, l'armée britannique a placé un canon tous les 18 mètres. Après 2 jours de bombardement, le déluge de feu atteint son paroxysme à partir de 6h25 du matin et on atteint une cadence de 3500 coups par minute. Le déluge est tel qu'on va même entendre le bruit des obus jusqu'en Angleterre. À 7h30, le coup de sifflet retentit. Les soldats ont pour ordre d'attaquer. Persuadés que les défenses allemandes ont été rayées de la carte par l'artillerie, les soldats ont pour ordre d'avancer au pas et ceux-ci sont surchargés plus de 30 kg d'équipement puisque en fait ils sont censés avancer, faire une énorme progression donc ils sont suréquipés. La plupart de ces soldats n'ont jamais combattu et les 66 000 soldats britanniques et français sortent en même temps des tranchées. Ce coup de sifflet lance l'attaque des soldats mais lance aussi peut-être la plus grande boucherie de l'histoire. Les Allemands qui ont été protégés de l'artillerie dans leurs bunkers sécurisés vont sortir leurs mitrailleuses, vont les pointer vers les lignes françaises et anglaises et la boucherie commence. On estime que dans les 6 premières minutes de la bataille, sur les lignes anglaises, 30 000 soldats sont tués ou grièvement blessés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en 6 minutes, 30 000 soldats sont morts ou grièvement blessés, c'est tout simplement énorme. Jusqu'en novembre, les assauts conjoints des Français et Anglais vont faire bouger le front au prix de lourdes pertes humaines. On estime que durant la bataille donc du 1er août au 18 novembre, il y a eu pour une percée de 12 km au nord de la Somme et de 8 km au sud, 437 322 morts et blessés côté allemand, 419 654 morts et blessés côté britannique et 202 567 morts et blessés côté français, soit un total de 1 059 000 soldats dont 500 000 morts. La bataille qui devait mettre fin donc à la guerre aura fait avancer seulement les soldats de 12 km. Voilà, c'est tout pour les 5 plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. J'ai essayé de prendre des batailles sur chacun des fronts pour ne pas vous parler que des batailles tout simplement sur le front de l'Ouest, surtout qui sont très connues et au détriment tout simplement des batailles du front de l'Est. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous en voulez d'autres. Dites-moi aussi dans les commentaires les sujets qui vous plairaient. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.